Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat. Ce sont les têtes de liste bruxelloises à la Chambre qui sont avec nous ce soir. 7 candidats sur notre plateau pour évoquer entre autres la question du pouvoir d'achat et la politique fiscale. Notre caravane passive aujourd'hui est installée près du Parlement fédéral. C'est là que Michel Gueillère a tenté de savoir si les Bruxellois avaient l'impression que leur pouvoir d'achat a augmenté. On l'écoute tout de suite. Les Bruxellois que nous avons rencontrés aujourd'hui autour du Parlement fédéral avaient pour la plupart un emploi et nous disent s'en sortir financièrement, même si bien souvent 2 salaires sont nécessaires pour faire fonctionner le ménage. Tout augmente, les petites comme les grosses dépenses, nous ont-ils dit. Concernant le fameux tax shift, oui, ils savent qu'il existe, mais ils ne savent pas précisément en quoi cela consiste et surtout si cela a ou non augmenté leur salaire net. Voilà, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. C'est vous, Didier Reynders, tête de liste à la Chambre pour l'EMR, qui avait tiré le numéro 1. Alors, on va avoir l'occasion de rentrer dans le détail de vos propositions de chacun. Mais tout de suite, une mesure principale, s'il n'y en avait qu'une pour augmenter le pouvoir d'achat, quelle serait-elle ? C'est continuer à augmenter la quotité exemptée d'impôt, c'est-à-dire le montant à partir duquel on paye de l'impôt. On le mettrait à 13 500 €, ça veut dire au niveau de l'indemnité de chômage, quand on entre vraiment dans ces indemnités. Et c'est assez logique que quelqu'un qui travaille ne paie pas d'impôt tant qu'il n'a pas reçu ce que l'on donne d'ailleurs à quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Ça permettrait d'augmenter de 1 000 € minimum, selon les types de revenus, de 1 000 € minimum le revenu annuel. Ça veut dire qu'on touche avant tout les plus bas revenus, mais aussi la classe moyenne. Alors Alain Destec, vous avez tiré le numéro 2, pour vous, la proposition majeure à mettre en œuvre. Alors nous voulons aussi diminuer les impôts, mais ce que nous proposons et que nous sommes les seuls à proposer, c'est la diminution des dépenses publiques administratives. En Belgique, le poids des pouvoirs publics, c'est 53% du PIB. En Allemagne et aux Pays-Bas, c'est 44%. Et en Allemagne et aux Pays-Bas, les soins de santé fonctionnent aussi bien qu'en Belgique et les pensions sont plus élevées. Donc nous pensons qu'en diminuant de 1% par an, pendant 5 ans, les dépenses publiques administratives, on peut refinancer la justice, refinancer la police, augmenter les pensions et augmenter les dépenses de santé qui vont nécessairement augmenter avec l'amélioration de la qualité de la vie. Alors, Zakia Katabi, bonsoir. Vous êtes tête de liste écolo. Et vous, quelle serait la mesure prépondérante que vous mettriez en œuvre ? Alors, les mesures de flexibilisation de l'emploi du gouvernement sortant a fait exploser les chiffres des travailleurs pauvres et notamment des indépendants. Et donc notre priorité, ce sera d'augmenter le salaire de 2 millions de Belges qui gagnent aujourd'hui moins de 2 500 € par mois, qu'ils soient salariés ou indépendants. Et donc ça fait un gain mensuel qui s'élève à 225 € par mois. Alors, Ahmed Laoueche, vous avez donc tiré le numéro 4. Vous êtes tête de liste à la Chambre pour le Parti socialiste. Votre mesure fétiche, si j'ose dire ? Alors nous considérons qu'une famille n'a pas à choisir entre remplir le frigo ou payer ses factures d'énergie, d'électricité, remplir le frigo ou aller chez le médecin. C'est la raison pour laquelle nous voulons agir sur les besoins fondamentaux de la population, notamment la médecine. C'est pourquoi nous proposons une médecine de première ligne gratuite pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous proposons aussi de diminuer la TVA sur l'électricité pour la ramener de 21 à 6% et alors aussi être du côté des travailleurs qui n'ont reçu que des cacahuètes. 1,1% d'augmentation de salaire, c'est tout à fait indécent. Il faut être du côté des revendications légitimes des travailleurs pour un salaire décent. Donc si j'ai bien compté, vous en êtes à 3 mesures. Maria Vinde Vogel, bonsoir. Vous êtes tête de liste à la Chambre pour le PTB. Si monsieur dit 3, je vais aussi proposer 3. Non, une mesure. Tout le monde a été, pour l'instant, tout le monde a été à respecter la consigne. On vous écoute. Votre mesure. La première mesure, en tout cas, c'est aussi le TVA. On veut que le TVA va de nouveau vers 6%. C'est quelque chose qui est le prix de l'électricité depuis 10 ans doublé. C'est vraiment, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à payer leur électricité. Alors nous, on veut de nouveau que le TVA de l'électricité de 21%, c'est pas un luxe, que ça va vers les 6%. Et voilà, pour le reste, effectivement, on veut aussi au niveau de salaire... on en parlera. J'ai dit on va détailler toutes vos priorités. François De Smet, c'est à vous. Vous êtes tête de liste à la Chambre pour Défi. Quelle serait la mesure ? Alors c'est notre système fiscal en entier qui est très injuste. Nous voulons nous aussi diminuer l'impôt sur le travail, une mesure similaire à celle que M. Reynders a dit, mais nous voulons la compenser par une taxation un peu plus juste et quasiment inexistante pour l'instant des revenus du patrimoine et du capital, non pas le capital lui-même, mais ses revenus, selon le système
hollandais, très progressif, qui fait un rendement de... Enfin, on taxerait 30% du rendement supposé théorique de vos investissements en actions ou en immobilier hors résidence principale. Alors, on va terminer ce tour de table avec vous, Georges Dallemagne, tête de liste à la Chambre pour le CDH. Y a-t-il une mesure qui n'a pas encore été évoquée ici et que vous voudriez mettre en œuvre? Eh bien oui. Vous savez que le travail est évidemment beaucoup trop cher en Belgique. L'impôt sur le travail est beaucoup trop lourd. On est le pays en Europe pratiquement qui a un impôt sur le travail le plus lourd. Quand on a un salaire de 3 000 euros brut, on en rend pratiquement la moitié à l'État. Donc ce que nous voulons, nous, c'est que les petits et les moyens salaires puissent effectivement avoir des impôts qui soient moins élevés. Et nous voulons travailler, nous, sur les charges sociales, les charges patronales et les charges qui pèsent sur les travailleurs, parce que c'est comme ça que nous pouvons cibler mieux les petits et les moyens salaires et que nous pouvons effectivement rendre du pouvoir d'achat aux travailleurs, aux employés, aux salariés, aux indépendants. Alors une question, votre pouvoir d'achat a-t-il augmenté? Nous l'avons posé à certains Bruxellois, écoutez leur réponse. C'est plus une peur qu'il n'y ait pas de pouvoir d'achat que la réalité. Et d'ailleurs, je pense que j'ai entendu des études il n'y a pas longtemps, comme quoi que le Belge épargne beaucoup plus qu'avant, quoi. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, mais nos salaires ont aussi un peu augmenté. Maintenant, je ne sais pas si ça compense vraiment les augmentations de la vie. Les salaires ne suivent pas l'inflation, donc je pense que clairement, on a perdu en pouvoir d'achat. Il faut serrer la ceinture les fins du mois, même autour de moi, c'est toujours compliqué. Pour moi, après 42 ans de carrière, je trouve que je n'ai pas une belle pension. Vous voulez rire parce que moi je suis pensionné, j'ai une augmentation de 10 euros. Je dois dire que j'ai fait la nouba toute la nuit. Voilà, alors on rentre maintenant dans le vif du sujet, dans le vif des propositions. François De Smet, vous parlez aussi dans votre programme d'augmentation de la part de revenus qui n'est pas soumise à l'impôt. Vous le fixez à 13 670 euros par an. Le bureau du plan a dit que ça coûterait à peu près 10 milliards d'euros. Comment fait-on pour financer cette mesure? D'abord, il y a un effet retour que nous estimons à environ 2 milliards, 2,5 milliards d'impôts. Et puis, il y a la suppression d'un certain nombre de niches fiscales, puisque la grosse injustice de notre système fiscal, c'est que nous avons tous taxé très très fortement le travail, et comme nous n'arrivons pas à trouver en général des accords politiques pour diminuer cette taxation, on ajoute des mi-cadeaux, des niches pour faire plaisir aux uns et aux autres, comme les voitures salaires, comme les intérêts notionnels. Pardon? Surtout aux uns plutôt qu'aux autres. Oui, mais dans l'ensemble, nous avons une montagne de mi-cadeaux et dès que quelqu'un essaie d'en enlever un, eh bien, quelqu'un hurle. Et donc, on souhaite mettre fin progressivement en 5 ans, je sais qu'on en reparlera après, mais au système des voitures salaires, qui ne sont pas les voitures de société qu'utilisent les indépendants, mais je parle bien de l'avantage fiscal. Là, on sait que ça nous coûte à peu près 3,5 milliards. Nous pensons, en intensifiant la lutte contre la fraude fiscale, qui, désolé, a tout de même été l'un des points faibles du dernier gouvernement, pouvoir récolter 1,5 milliard, et nous pensons pouvoir trouver le reste avec une taxation financière, une taxation des transactions financières et des GAFA. Alors, Didier Reynders, puisque vous étiez mis en cause, là, vous aussi, il y a donc une part qui est exonérée d'impôts de 13 500 euros. Là, on parle de à peu près 8,8 milliards de coûts. À nouveau, où va-t-on trouver l'argent? C'est à peu près l'équivalent de ce que l'on a fait comme tax shift, dont on a parlé tout à l'heure, de la réduction d'impôts sur le travail ces dernières années. Alors, il faut bien voir, le coût, c'est sur l'ensemble de la période. Donc, c'est sur 5 années de législature que l'on travaille. On est en dessous de 2 milliards, vous faites le calcul assez simplement, en dessous de 2 milliards par an. Il faut continuer, effectivement, à gérer correctement les finances publiques et atteindre le plus rapidement possible l'équilibre. Mais ce que je crois en Belgique, une fois que l'équilibre budgétaire sera atteint, il faut savoir ce que l'on va faire, dès lors des moyens qui vont être disponibles. On parlera certainement d'un certain nombre de secteurs à refinancer, mais il faut baisser la charge sur le travail. C'est pour ça que nous proposons cette mesure qui a déjà été entamée. On a augmenté régulièrement le minimum à partir duquel on paie de l'impôt. Je crois qu'il faut continuer à travailler dans cette voie, parce que ce sont vraiment les personnes qui ont le revenu le plus faible et les personnes qui ont des revenus moyens qui souffrent le plus. On l'a entendu, il y a à la fois une question, est-ce que les revenus ont augmenté, mais il y a aussi des gens qui disent, je n'ai pas assez de revenus de toute manière. Donc on veut aller dans cette voie. Mais j'ai entendu, on va y revenir, la question sur les voitures de société ou les voitures salaires. Si c'est une voiture salaire, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on diminue le salaire. Si on change le système, il faut garder évidemment le même salaire pour les personnes et trouver d'autres formules, les orienter vers un logement, vers d'autres formes de mobilité, vers éventuellement un salaire poche, mais pas, comme je l'entends souvent, supprimer le système pour faire baisser les salaires de gens qui ont vraiment besoin de cet avantage. Alors, vous, monsieur De Steeg, vous allez encore plus loin puisque c'est les 15 000 premiers euros gagnés qui sont, où on supprime tout impôt. Là, la mesure coûtera encore plus cher
Oui, et je vous ai expliqué comment la financer. Donc simplement en diminuant la finance publique pour les ramener vers des taux de pays avec lesquels je pense on aurait tout intérêt à se comparer, qui sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Et le problème, moi, comme M. Anders, je souhaite qu'on en revienne à l'équilibre budgétaire, mais la réalité des chiffres depuis le départ de la NVA du gouvernement, c'est que cette année, on n'est pas du tout à l'équilibre budgétaire puisqu'on est à 1,7% de PIB de déficit et 7,7 milliards. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de cadeaux fiscaux et je souhaiterais en faire, mais pour faire des cadeaux fiscaux, il faut d'abord rétablir l'équilibre budgétaire. Et je voudrais dire aussi que nous ne voulons pas toucher au système des voitures de société. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, nous sommes... On aura l'occasion d'y revenir. Oui, mais M. Renders en a dit un mot. Donc voilà, très rapidement, nous ne voulons pas y toucher parce que la Belgique figure dans le top 3 des pays les plus imposés au monde, pas seulement en Europe. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, le seul avantage fiscal qui existe pour un certain nombre de salariés, c'est la voiture de société et on ne souhaite pas y toucher. Alors, Madame Vindevogel, je vous ai vu faire non là quand Monsieur De Stex prenait la parole. Vous ne vous y retrouvez pas dans ces mesures? Quand je vois que le tax shift, pour moi, le tax shift, c'est comme Robin Hood qui prend l'argent, mais de l'inverse. Robin de Bois, qui prend l'argent de pauvres pour donner aux riches. Moi, je vais donner un exemple. 3 semaines passées, il y a une entreprise, UPS, c'est une entreprise de courrier, le travailleur me téléphone, il y a 100 personnes qui vont perdre leur emploi. Et tu sais combien de tax shift ils ont eu? 4 millions. L'entreprise a eu 4 millions d'avantages patronal et ils vont licencier 100 personnes. Alors pour nous, on n'est vraiment pas d'accord qu'on continue à bénéficier et donner des avantages aux multinationales, aux grandes entreprises. Pour augmenter le pouvoir d'achat du citoyen, votre mesure, à vous, quelle serait-elle? Nous, on veut pour les travailleurs, j'étais à l'action ce matin, les gens qui demandent 14 € brutto d'augmentation de salaire brutto, on veut que le minimum salaire doit augmenter. Il y a trop de gens qui vivent dans la pauvreté. Il y a trop de gens qui n'arrivent pas au fin de mois. Il y a une femme qui me raconte, la 3e semaine, déjà, elle a encore 50 € pour vivre. Et nous, on veut pas le tax shift qui donne des cadeaux aux multinationales et qui ne crée pas d'emploi et qui appauvrit les travailleurs. Ça, c'est pour nous pas possible. Ouais. Alors, Zakia Khattabi, vous ne parlez pas d'augmentation de ces tranches exonérées d'impôts. Vous parlez d'autre chose, une fiscalité similaire et progressive aux revenus du travail et aux revenus mobiliers. C'est un peu technique. On parle de globalisation des revenus. Ça veut dire des charges supplémentaires pour les classes moyennes, par exemple? Pas du tout. Donc, je vais d'abord l'illustrer par un exemple pour qu'on comprenne ce que c'est. Aujourd'hui, quand vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'une bourse d'études, par exemple, vous devez introduire un dossier avec la fiche d'impôt de vos parents. Si vos parents dépassent de 50 €, par exemple, le montant qui permet d'accéder aux bourses, vous n'obtenez pas cette bourse d'études. À côté de ça, j'ai des témoignages de services sociaux qui me disent que des parents, parce qu'ils vivent des revenus du capital et pas du travail, ont une fiche d'impôt qui vaut à 0 pour ce qui concerne les revenus du travail, et donc les enfants en bénéficient aujourd'hui d'une bourse d'études alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc c'est rétablir une égalité. Donc c'est mettre sur le même pied, effectivement, les revenus du travail et les revenus du capital avec la même progressivité. Et comme M. Renders dit, ça va augmenter les charges pour les classes moyennes. Alors moi, je ne sais pas où est-ce qu'il situe les classes moyennes, mais en l'occurrence ici, non, on vise des gens qui ne vivent pas, d'assimiler les revenus du capital aux revenus du travail de manière aussi progressive, de telle sorte qu'on élargit l'assiette de solidarité à ceux qui aujourd'hui n'y participent pas. Et rétablir un équilibre, je l'ai dit, moi je ne trouve pas acceptable qu'un étudiant qui n'en a pas besoin puisse bénéficier d'une bourse pendant que quelqu'un qui en a besoin se voit refuser parce que aujourd'hui la taxation ne vise que le travail. Il faut être clair, quand vous parlez de globalisation des revenus et d'impôts sur ces revenus globaux, ça veut dire que vous imposez de la même manière le travail, le capital, les revenus mobiliers, etc. C'est-à-dire que vous globalisez à un taux qui est probablement très élevé, puisque vous devez effectivement globaliser et compenser les pertes éventuellement sur les revenus du travail, ces revenus. Et donc c'est une espèce de double peine pour les classes moyennes. La globalisation vise aussi c'est une double peine. Équilibrer. Une autre mesure qu'on a et que vous n'avez pas évoquée, c'est effectivement baisser les cotisations
sociale sur les plus bas salaires. Et donc ça vise à un équilibre, et donc on ne cumule pas un certain nombre de La globalisation, taxes. ça peut paraître un mot générique, mais globaliser, ça veut dire aussi, quand je parle de la classe moyenne, que des personnes qui achètent une maison... La classe moyenne travaille, monsieur. Oui, mais qui travaillent et qui achètent... Oui, et qui, par exemple, etc. achètent une maison, ou les jeunes qui aujourd'hui essaient d'acheter une maison vont se retrouver avec une pénalisation, parce que la globalisation, c'est aussi prendre les revenus immobiliers et les mettre sur le même pied que l'ensemble des autres revenus. Donc par rapport à la situation d'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, par exemple, c'est très difficile d'accéder à la propriété, mais vous allez les pénaliser. Alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas acquérir une maison, mais je ne crois pas que ce soit une fortune. Les jeunes que moi je connais, qui sont la classe moyenne, ne bénéficient pas de revenus du capital. Oui, François de Smet, globalisation, ça veut donc dire que les revenus immobiliers, ça veut dire les revenus d'une maison, par exemple, dont on souhaiterait être propriétaire, sont taxés. Est-ce que je peux tenter un petit arbitrage? Nous, notre proposition sur le modèle hollandais vise précisément à ne pas globaliser d'une part les revenus du patrimoine et les revenus du travail, et à les taxer différemment, parce qu'en effet, ils sont de nature extrêmement différente. Et les revenus du patrimoine, on taxerait le rendement théorique. Le modèle hollandais. Oui, voilà, tout à fait. Ce qui permet aussi d'encourager les propriétaires à prendre soin de leur habitation, puisqu'on déduirait... C'est pas la proposition. Non, on taxerait certains revenus théoriques. Le débat est très technique, donc je vous demanderai vraiment de... Non, mais on va laisser terminer Monsieur de Smet, et puis vous avez terminé. Puisque c'est la mesure... Oui, Monsieur Dahlmann, rapidement. Oui, non, simplement. Et après, on donne la parole à Monsieur Laouech, qui n'a pas encore parlé sur le sujet. Simplement. Attendez, je vais juste laisser terminer Monsieur Dahlmann, qui m'a demandé la parole 20 secondes, et puis c'est à vous, Monsieur Laouech. Oui, non, simplement pour pouvoir effectivement avoir notre tax shift, notre changement fiscal, ce que nous proposons, c'est effectivement qu'on puisse diminuer les charges sur les bas et les moyens salaires, c'est à peu près 1 milliard d'euros, et qu'on puisse effectivement augmenter la part qui serait sans impôt, la part du salaire qui serait sans impôt. Nous sommes raisonnables, nous savons que l'argent ne pousse pas sur les arbres, et nous avons estimé que notre proposition est estimée aux alentours de 3 milliards et demi. Donc ça fait 4 milliards. Nous sommes très très en dessous des propositions précédentes. Et ces 4 milliards, nous pouvons les trouver d'abord effectivement dans le fait qu'on a une amélioration de la lutte contre la fraude fiscale. C'est 20 milliards d'euros en Belgique. C'est pratiquement le budget des soins de santé, la fraude fiscale en Belgique. C'est une déclaration d'intention. Tous les partis font à chaque élection. Je pense qu'il faut effectivement investir là-dedans. Sur nos propositions, terminer, Monsieur Dahlmann, et puis je donnerai la parole à c'est un Monsieur barème d'imposition progressif. Et puis par ailleurs, si je peux terminer, effectivement, qu'on puisse effectivement avoir une fiscalité, notamment sur, par exemple, les revenus du capital, notamment lorsque, par exemple, M. Cook vend son entreprise Omega Pharma à 1,5 milliard, il ne paye absolument aucun euro. Et donc là, on sait qu'on peut taxer sans mettre à mal l'économie les revenus des plus-values. Et donc là, on sait aussi que le Bureau du Plan nous dit qu'on peut trouver là-bas 5 milliards d'euros facilement, sans mettre à mal l'économie. Je pense que c'est aussi un des éléments avec lesquels on peut financer. La proposition que je fais a été validée aussi par le Bureau du Plan. Oui, Monsieur Laouech, allez-y. Je crois que la première mesure à prendre, c'est de ranger au placard la matraque fiscale du gouvernement Michel. Quand on voit qu'ils ont, sur la législature, augmenté les taxes sur la consommation, TVA sur l'électricité, accise sur le diesel, taxe sur le soda, etc., pour plus de 6 milliards d'euros, qu'à ça s'est ajouté une ponction de 12 milliards et demi d'euros du fait du soda index sur les salaires. Mais on arrive à vos propositions, Monsieur Laouech. On arrive quasiment à 20 milliards d'euros pris dans la poche des gens directement. Donc la première chose à faire, c'est de faire une autre politique que la politique d'asphyxie sociale menée par le gouvernement sortant. Deuxième élément, il faut rééquilibrer la fiscalité. Au fond, quel est le constat ? 2/3 des impôts reposent sur les travailleurs et sur les ménages. Autrement dit, l'impôt sur les revenus et les impôts sur la consommation. Alors que les travailleurs, eux, ne retirent que 50% de la richesse produite dans notre pays. Le reste, c'est les bénéfices, les revenus du capital. Donc il faut rééquilibrer la fiscalité pour tenir compte de cette réalité économique de travailleurs qui retirent de moins en moins de la richesse produite. C'est pourquoi nous proposons une baisse de l'impôt sur les revenus, mais financée. Parce qu'il ne faut pas faire comme le gouvernement Michel et laisser une ardoise de 11 milliards aux générations futures. Et on la finance par une fiscalisation des plus-values, parce qu'en Belgique aujourd'hui, quelqu'un qui s'enrichit de 30 000 euros en un clic paiera 0 € d'impôt. Par contre, quelqu'un qui, pendant un an, gagne 30 000 euros, aura un impôt de l'ordre de 23 à 24%. C'est ça qui est inacceptable. Donc la justice fiscale, c'est de faire en sorte que chacun contribue à raison de ses revenus, de l'ensemble de ses revenus. Monsieur de Stex. Oui, voilà, j'entends autour de la taxation, plus ou moins.
moins équilibre à travers plus de taxation. Donc la seule chose, je suis d'accord, ça m'arrive très rarement d'être d'accord avec le PTB, mais c'est effectivement la TVA sur l'électricité. Parce qu'il ne faut pas oublier, on doit revenir à 6%. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on paye sa facture d'électricité, on a déjà été taxé. Donc on paye 21% pour quelque chose qu'on a taxé. Et je voudrais aussi, puisque je suis le seul à défendre ce point de vue, que quelqu'un m'explique comment on va maintenir la facture d'électricité dans des proportions acceptables tout en sortant du nucléaire dans 6 ans en 2025. Parce que je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus, nous sommes les seuls à dire si on sort du nucléaire, non seulement on va augmenter les émissions de CO2, on n'arrivera pas à construire des centrales à gaz dans les 6 ans, mais en plus on va encore augmenter la facture d'électricité qui effectivement a déjà fortement augmenté. Mais pour terminer, je constate que personne autour de la table ne parle de la réduction des dépenses publiques. Est-ce que l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède, qui est à 50%, ont un moins bon système social que la Belgique ? Est-ce que les pensions sont moins élevées en Suède, aux Pays-Bas ou en Allemagne ? Non, elles sont plus élevées. Est-ce que les soins de santé sont de moins bonne qualité ? Non. Est-ce que l'administration publique fonctionne moins bien ? Non, je pense qu'elle fonctionne plutôt bien, mieux. Donc, il faut diminuer les dépenses publiques. Non pas pour... dans toutes les dépenses... Non, pas dans le régulateur. Dans toutes les dépenses de type administratif. Dans toutes les dépenses de type administratif. Il y en a beaucoup, énormément. Moi, je veux quand même encore dire quelque chose parce que pour nous, c'est clair. Nous, on veut une taxe millionnaire. Et deuxièmement, c'est pas normal qu'un travailleuse paye plus de taxes que quelqu'un, un grand multinational. Et ça, c'est quand même pour nous, c'est de l'argent pour la sécurité sociale. La taxe millionnaire, on ne sait pas combien elle peut rapporter, Madame Villeneuve. Il n'y a pas eu d'estimation. Combien peut-elle rapporter ? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner aujourd'hui sur le montant que ça peut rapporter dans les caisses de l'État ? Moi, je trouve ça pas normal que le plan bureau n'est pas capable de voir un vue sur le grand fortune. C'est pas normal. C'est une question de volonté politique. Si on veut, c'est bien possible d'avoir un vue. Et ça doit rapporter combien, selon vous ? Pour nous, ça doit apporter, la taxe millionnaire, ça doit apporter 8 milliards pour utiliser la pension, la sécurité et la sécurité sociale. Et s'ils partent à l'étranger, qu'est-ce qui se passe ? En France, ils ont fait, et il y a 1% des gens qui sont partis, la plupart des gens sont restés dans leur pays, et nous, on est maintenant un paradis fiscal. Je pense que vous avez bien entendu. Je voudrais qu'on réagisse par rapport à d'autres choses qui ont été dites, la diminution du taux de TVA sur l'électricité et le maintien d'indexation des salaires. Est-ce que vous vous y engagez, Zakia Khattabi, au nom des colos, ici, ce soir? Alors non, la diminution de la TVA sur l'électricité, non, nous l'avons dit. Nous avons la préoccupation, en effet, de soutenir les ménages, les salaires les plus bas et les moyens salaires dans, effectivement, le fait de payer leur facture d'électricité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certains ménages payent leur facture énergétique, parfois 2 à 3 fois plus que leur loyer. Et donc, ce que nous mettons sur la table comme proposition, ce n'est pas la diminution de la TVA, parce que certains n'en ont pas besoin, mais plutôt d'apporter une aide ciblée vers les publics qui en ont besoin. Je voudrais juste, ça fait un moment que je le demandais, mais sur la question du service public, 2 choses. Nous pensons l'inverse, nous pensons qu'il faut réinvestir, notamment dans les équipes en matière de lutte contre la fraude fiscale, parce qu'on a vu, la semaine dernière, l'actualité autour des carousels TVA, vous l'avez évoqué, M. Depenel, 20 milliards la fraude fiscale, et donc il faut aujourd'hui réengager des fonctionnaires au SPF Finance de telle sorte qu'on puisse aller récupérer ces milliards qui permettent en effet de répondre à des préoccupations. Et donc nous sommes... Alors, Monsieur De Stex, je vous invite à aller relire ce que le Bureau du Plan a dit de vos propositions, ce qu'elles coûtent aujourd'hui à l'État, et vous faites la comparaison avec ce qu'ils disent des nôtres. Voilà. Et j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à le faire, à ne pas se contenter des slogans des uns et des autres. Mais aujourd'hui, ceux qui grèvent le budget, ce sont les propositions, notamment de M. De Stex. Il faut profiter aussi de ce débat pour essayer d'informer et ne pas désinformer. Quand M. De Stex compare le pourcentage de dépenses publiques en rapport avec le PIB, c'est-à-dire la richesse produite, les dépenses publiques concourent aussi à la richesse produite. Quand il y a un investissement, que ce soit l'autorité fédérale, les communes, les régions, quand elles investissent, elles rémunèrent des entreprises qui produisent de la richesse, qui créent de l'emploi. Donc autrement dit, comparer les dépenses publiques avec la richesse produite n'a aucun sens. Mais je vois évidemment ici la capacité qu'a M. De Stex à dire dans quoi il veut sabrer. Est-ce que ce sont les policiers, toutes les administrations, sauf la justice, le régalien, les mutuelles. Monsieur De Stex, vous dites en espérant pouvoir terminer. Les administrations, c'est aussi l'administration fiscale, c'est la police,
police, c'est l'enseignement, c'est les pompiers. Donc où est-ce que vous allez sabrer? Mais monsieur, dites-le nous. Dans toutes les dépenses de type administratif. Oui, mais ça c'est global, c'est général. Par exemple, dans toutes les administrations, Je vais vous arrêter. Mais par rapport à ces réductions de dépenses publiques, est-ce que vous abondez dans le sens plutôt de M. Lawesh ou plutôt de M. De Stex, M. Je crois qu'on doit simplement continuer à essayer de maîtriser l'évolution des dépenses publiques. Je l'ai dit, on doit retourner vers l'équilibre budgétaire, ce que nous avons fait en diminuant très fortement le déficit de l'État. Les comptes de 2018 le démontrent. Mais moi, je veux surtout répondre à votre question. Vous étiez parti sur le pouvoir d'achat. J'ai entendu beaucoup de taxes. Non, mais j'ai entendu beaucoup de taxes. Je ne crois pas que ça va aider beaucoup le pouvoir d'achat. Par rapport à la réduction de la TVA sur l'électricité, est-ce que vous y engagez, par exemple? Non, parce que je ne crois effectivement pas. Et sur le maintien de l'index pour la prochaine législature? Je dois dire qu'on a vu que ce qu'on a fait ces derniers temps, il y a eu effectivement un saut d'index dans le cadre d'un rétablissement des finances. Très difficile ici, dans le cadre du rétablissement des finances publiques, parce que j'entends tout le monde vouloir rétablir les finances publiques, mais vous étiez sur le pouvoir d'achat. J'entends simplement qu'au cours de la table, il y a énormément de taxes qui sont annoncées. Moi, je veux dire très simplement, outre ce que je vous ai dit sur le minimum à partir duquel on paie de l'impôt, je souhaiterais aussi qu'on aide beaucoup plus de nos concitoyens dans la classe moyenne à acquérir un bien immobilier, un appartement ou une maison. C'est très difficile aujourd'hui. Ce qu'on essaye de faire, c'est exonérer les 500 premiers euros de précompte immobilier. Ça, c'est une manière d'y accéder. Et puis, c'est d'aider, parce que j'entends parler des multinationales, d'aider les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. On a exonéré complètement de charges le premier emploi. Je souhaiterais qu'on exonère complètement les 3 premiers emplois. Parce qu'on peut regarder beaucoup le bilan. Le bilan, c'est quand même 220 000 emplois créés par des entreprises. On parlera de la politique de l'emploi, normalement, c'est un élément important. Si on a le temps. Et juste par rapport à l'indexation des salaires, est-ce qu'on pourrait, si vous êtes au pouvoir dans la prochaine législature, avoir un nouveau saut d'index, une réponse précise? Eh bien, je vous répète, nous venons encore d'indexer les salaires, parce que j'ai entendu M. Lawesh dire 1% d'augmentation. Oui. Non. Mais est-ce que vous vous engagez, est-ce qu'il n'y ait plus de saut d'index? Nous sommes dans une logique où il n'y a pas de raison d'avoir un nouveau saut d'index, donc je peux réellement vous le dire, mais ce que je vous dis surtout, il y a une augmentation salariale qui intervient maintenant, qui fait un index supplémentaire, et puis seulement l'augmentation annoncée dans l'accord interprofessionnel, qui d'ailleurs est un accord entre responsables des entreprises et responsables du personnel, les syndicats. Alors, M. De Smet, sur la question du saut d'index, puis je vous donnerai la parole, M. Oui, je vous fais les 3 points en même temps. Monsieur Renders se reproche à tout le monde de parler taxes, mais il ne dit pas comment lui finance sa quotité exemptée d'impôt à 13 670 euros. Je ne l'ai pas compris, c'est pas clair dans le programme. Quand on crée 220 000 emplois, vous savez, ça a des retombées efficaces. Donc, tout sur les faits retours, c'est un petit peu risqué. 2 sur l'index, il n'y a pas de raison. S'il vous plaît, on laisse terminer. 2 sur l'index, il n'y a pas de raison d'y toucher. 3 sur la facture d'électricité. La seule manière juste de s'en sortir est de taxer seulement à 6% la consommation moyenne d'un ménage. Vous auriez votre facture divisée en 2 et 21% au-dessus. C'est la seule manière d'être équitable et juste dans le cadre de la facture d'électricité. Équitable. Monsieur Dalman, vous demande aussi la parole. Rapidement, s'il vous plaît, et puis je vous donne la parole. Moi, je crois qu'il faut pouvoir être crédible. On a entendu certains en 2014 dire on ne touchera pas à l'âge légal de la retraite, on n'augmentera pas la TVA sur l'électricité et on ne fera pas de saut d'index. Et bien, avec le gouvernement MRNVA, le gouvernement Michel, ils ont fait les 3. C'est-à-dire qu'ils n'ont tenu aucun de leurs engagements. Monsieur Laoué, je voudrais que vous soyez sur les propositions plus que sur le constat. Eh bien, je vous le dis très clairement, nous sommes pour une réduction de la TVA sur l'électricité. Ça, je crois qu'on vous a compris, vous l'avez déjà dit. C'est très simple, c'est un produit de première nécessité, comme les aliments. Produit de première nécessité, TVA réduite, c'est aussi simple que ça. Monsieur Dalman, qui me demande la parole depuis pas mal de temps. Sur ce point-là, je pense que ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on consomme moins d'énergie. On n'en a pas encore parlé, mais on sait que le bâti bruxellois est très ancien, qu'il est mal isolé. Je voudrais que vous répondiez justement sur la TVA à 6% et sur l'indexation des salaires. Ce sont des questions très précises. J'aimerais avoir vos réponses. Eh bien, ma réponse, c'est que l'électricité, elle doit être moins chère. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Donc la facture réduction de TVA ou pas? Eh bien, moi, je ne suis pas pour la réduction de la TVA parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir une facture qui est nettement moins importante et c'est ce que Céline Frémaux a fait ici sur Bruxelles en mettant en concurrence les opérateurs. On a une électricité qui est moins chère à Bruxelles qu'en Wallonie ou en Flandre parce qu'on a réussi effectivement cet exercice. Et l'enjeu pour demain, ce sera évidemment, ce sera de faire en sorte que chacun des ménages paye moins cher son électricité
l'électricité parce que les bâtis seront mieux isolés. Et notre proposition, c'est l'indexation. Oui, mais c'est un débat sur l'indexation. On fera un débat sur le climat. On parlera des primes à la rénovation dans ce débat-là. Je voudrais que vous répondiez à ma question qui me semblait très précise. Eh bien, je vous ai répondu de manière très précise. Et sur l'indexation, nous sommes pour le maintien de l'indexation des salaires. Est-ce que je peux répondre sur l'indexation aussi? Rapidement, s'il vous plaît. Et puis je donnerai la parole à Madame Vindevogel qui est en retard sur le temps de parole. Évidemment que les salaires doivent augmenter, c'est le but. Mais nous sommes quand même, je vous le rappelle, chers collègues, que nous sommes le seul pays au monde à avoir un système d'indexation automatique. Donc il faut que les salaires augmentent, il faut une indexation des salaires, mais on n'est pas obligé d'avoir une indexation automatique la même. Donc vous la supprimez si je vous ai bien compris. Non, nous voulons augmenter les salaires, mais ça peut le aussi principe d'indexation, se faire vous le remettez en secteur par secteur. L'indexation automatique. On a bien compris. Et je répète, nous sommes le seul pays au monde à l'avoir. Il faut tenir un langage de vérité. Tant mieux. Mais je veux quand même encore ajouter, c'est déjà plus que 20 ans qu'il y a un système d'index qui n'est plus comme avant. Tu as l'index de santé qui a déjà fait un grand changement. Alors on doit quand même voir, pour la plupart des travailleurs, c'est une perte de salaire. Quand tu comptes sur toute son carrière, c'est 20 000 € en moins à cause de toutes les mesures qu'on a déjà eues depuis les dernières 20 ans. Alors nous, on est très clair, on est pour l'index et pour nous aussi, on veut que la discussion et la discussion sur le salaire, ça doit être libre. Je voudrais vous faire réagir sur une de vos propositions, Madame Vindevogel, c'est réduire les accises sur le carburant et supprimer le mécanisme du cliquet pour redonner du pouvoir d'achat. On va jusqu'où dans cette politique-là, selon vous? Parce que nous, on trouve tout ce qui est TVA et des systèmes comme ça que c'est des systèmes injustes. Parce qu'on taxe tout le monde de même manière. Ça veut dire que si tu as un ministre un salaire de 6 000 € et un travailleur un salaire de 1 200 €, ils payent la même chose. Et c'est ça qui nous fait qu'on trouve ça un système injuste. On réduit de combien les accises sur les carburants? Est-ce qu'on les supprime nous, en tout, en partie on est contre le système de carbone et de taxation de carbone. Nous, on est donc, pour même si pour le défi climatique, ça risque d'être problématique. Oui, mais on a des autres propositions sur le climat. Nous, c'est très important sur la discussion du climat. Nous, on ne veut pas que c'est les travailleurs qui payent. Nous, on veut que c'est des mesures qui sont bien pour les gens, mais qui sont bien pour le climat. On veut en tout cas, il n'y a que dans votre programme qu'on trouve cette proposition, même dans le vôtre, on ne trouve pas, dans aucun des programmes, on ne trouve une diminution de ces accises. Et puisqu'on parle carburant, je voudrais qu'on évoque le prochain dossier qui est consacré aux voitures de société. C'est ce qui permet à certains d'augmenter leur pouvoir d'achat, une voiture salaire, comme on l'appelle parfois. Alors, faut-il supprimer cet avantage? Durant cette législature, des alternatives ont été proposées. Il y a le système Cash for Cars, le budget mobilité, mais ils n'ont guère convaincu. Nicolas, par exemple, que nous avons rencontré, n'est pas convaincu du tout et il n'est pas prêt à se priver pour l'instant de cet avantage en nature. On va l'écouter. Je ne prendrai pas le budget directement parce que je pense que les alternatives ne sont pas encore assez développées d'un point de vue qualitatif pour concurrencer une voiture de société. Aujourd'hui, la voiture de société, c'est une grande facilité et utiliser toute une série d'alternatives, ça induirait un peu plus de complexité dans mes trajets et c'est clair que je pense que ce sera plutôt le futur qui va se diriger vers ce genre de solution. Alors François De Smet, vous êtes en retard sur le temps de parole. Dans votre programme, vous supprimez l'avantage fiscal des voitures salaires. On le remplace par quoi? On le supprime progressivement en 5 ans. Et pour reprendre mon histoire de Mikado de tout à l'heure, quand on a d'un côté un système fiscal qui fait très lourdement peser les charges sur le travail et de l'autre côté une série d'avantages accumulés au fil du temps, la seule manière de résoudre ça de manière juste, c'est de faire les deux en même temps. C'est parce que nous avons diminué globalement les charges sur le travail de tous les travailleurs, avec la quotité exemptée d'impôt à 13 670, mais aussi tous les autres, qu'on peut se permettre de tout de même ramener ces 3,5 milliards d'euros que nous coûte, et pas seulement aux gens qui en bénéficient, mais à tous les Belges et à tous les contribuables, ce système. En plus, il est polluant,
il est encombrant. Je peux comprendre que pour les travailleurs qui en bénéficient, c'est un souci d'en être privé du jour au lendemain, mais attention, bien sûr qu'ils vont retoucher une partie en net, puisqu'on diminue en même temps les charges sur le travail, et ce sera à eux de choisir que faire de ce salaire. Peut-être qu'en effet, puisqu'on voit que le cash for car que le gouvernement fédéral a tenté n'a pas séduit, eh bien seront-ils un peu plus incités à utiliser d'autres moyens de transport. Ils peuvent toujours prendre une voiture, peut-être pas nécessairement la même, peut-être avec d'autres moyens, mais ils auront une part de liberté et du cash en plus, si ça se fait progressivement. C'est tout à fait une partie, je vous ai bien entendu, donc il y a une perte de pouvoir d'achat pour les gens qui, pour l'instant, bénéficient de cette voiture salaire. Ça va dépendre des choix que ces gens feront. Mais j'ajoute quelque chose, pour que ça puisse marcher, il faut qu'en même temps, je sais que ce n'est pas le sujet, mais je dis juste 10 secondes là-dessus, il faut que la politique de transport soit également au rendez-vous. Si on a un RER qui fonctionne, si on a des stations de métro un peu plus sur le chemin de tout le monde, si on a une ville qui bouge mieux, vous aurez aussi un incitant beaucoup plus fort pour que les gens puissent se débarrasser volontairement ou non, quel que soit le modèle, de leur voiture salaire. J'insiste, pas leur voiture de société. Mais dans l'immédiat, vous diminuez le pouvoir d'achat, vous êtes et pour qu'on comprenne, Monsieur De Smet, pour qu'on comprenne vraiment bien, c'est suppression progressive, c'est sur l'ensemble d'une législature ou à plus long terme. Au bout de 5 ans, c'est terminé. Normalement, le système, on l'aura remplacé par mais on combine ça avec une baisse de l'impôt sur le revenu. Donc normalement, les travailleurs, ils perdront assez peu et ils gagneront même du cash et de la liberté. Alors Didier Reynders, ce n'est pas ce qu'on trouve dans votre programme, cet avantage fiscal, il perdure même si vous proposez d'autres alternatives. On le voit, on n'a pas du tout été convaincus, les gens n'ont pas du tout été convaincus par les autres alternatives proposées par le gouvernement jusqu'ici. Généralisez pas, vous avez entendu une personne s'exprimer sur les difficultés d'avoir accès à d'autres modes de transport. Donc c'est vrai que sur ce volet-là, la première chose, c'est de développer, notamment à Bruxelles, les modes de transport en commun en particulier, et le débat sur le métro. On y viendra sûrement dans d'autres débats, mais je souhaiterais que tout le monde soit très clair sur l'engagement de développer ces transports en commun, en particulier le métro. Mais ça étant, l'avantage de cette voiture salaire, c'est une voiture salaire. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est donc une partie du salaire d'un très grand nombre de travailleurs, et parfois avec des revenus moyens, ce ne sont pas des revenus élevés. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui entrent dans des entreprises et qui ont une partie de leur salaire à travers cet avantage. Donc la première chose que je veux, c'est qu'on maintienne le niveau salarial, évidemment. J'entends beaucoup de propositions de suppression, de diminution, de perte en partie. C'est une perte de salaire, ça. Je ne veux pas qu'on perde de salaire. Et je veux qu'on donne le choix. Alors le choix, on dit ça n'a pas marché. Attendez, on démarre le système. Le choix, ça peut être quoi ? Certains ont besoin d'une voiture pour aller travailler. Et je pense que tant qu'il n'y a pas d'autres solutions, certains vont faire le choix de garder la voiture. Ça peut être du cash, ça peut être une augmentation du salaire net, mais à due concurrence. Ce qu'on essaie de mettre en place maintenant, c'est très compliqué à faire. Je vois que les partenaires sociaux, notamment, hésitent à donner le même montant. Moi, je souhaite qu'on ait au même montant de salaire. Mais j'ai fait dans les grandes villes une proposition différente. Pourquoi ne pas permettre à l'employeur de payer l'accès à un logement ? Rembourser un emprunt hypothécaire, rembourser les travaux d'isolation ou des travaux de modernisation, rembourser même un loyer. Pour des jeunes, ce serait plus efficace d'habiter en ville proche de leur lieu de travail plutôt que d'avoir une voiture. C'est à eux de choisir, mais pour le même montant. C'est bon pour la mobilité. C'est évidemment bon aussi pour la qualité de l'air en ville, si on peut travailler de cette façon-là. Et donc je crois qu'il faut laisser des choix, mais ne jamais oublier que c'est un salaire. Et donc chaque fois qu'on dit on va en partie ou en tout le supprimer, on fait baisser le salaire d'un très grand nombre de Belges. Alors vous, Zakia Khattabi, dans votre programme, vous parlez de transformer en équivalent salaire l'avantage de ces voitures de société. Est-ce que ce n'est pas ruineux pour les finances de l'État? Alors non, c'est absolument, c'est l'inverse, parce que d'un point de vue de la congestion automobile, on l'a vu, alors M. Reynders, la FEB a sorti des chiffres de la congestion automobile, ça coûte à notre économie entre 4 et 8 milliards d'euros. Voilà. C'est ça la réalité de la congestion. La pollution de l'air, c'est 12 000 décès par an prématurés. C'est ça aussi le coût de la pollution. Et puis, la voiture salaire, c'est quoi? C'est aussi une inéquité fiscale. C'est un traitement différencié entre les travailleurs. Et ça reste inacceptable. Donc ça répond à ces trois. Et donc en effet, alors il y a évidemment une négociation, une discussion à réentamer. Mais les travailleurs, nous aurons à côté d'eux pour qu'effectivement, ils ne perdent pas leur pouvoir d'achat. Mais évidemment, je veux dire, c'est comme le RER. En même temps qu'on proposait le cash for car, ce gouvernement a désinvesti allègrement dans la SNCB. Comment voulez-vous que l'on puisse laisser tomber facilement sa voiture alors que l'offre de transport public n'est pas là? C'est comme sur l'augmentation des accès du diesel. Pendant qu'on augmentait les accès du diesel, on a fermé des petites gares
dans le fin fond de la Wallonie, par exemple. On a fermé les yeux sur l'étalement urbain. On a fermé les yeux sur le fait que certains services universels ne sont plus disponibles, de telle sorte que les gens sont obligés de prendre leur voiture pour emmener les enfants à l'école, pour aller chercher du pain, pour chercher un banc contact. Et donc, il faut une vision globale aujourd'hui. Et donc, quand vous dites la question du climat, c'est un autre débat, non. Je pense qu'aujourd'hui, la question et l'enjeu, le défi environnemental, c'est la question sociale du XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est aussi revoir le modèle économique dans lequel on s'inscrit. C'est réinvestir une économie dans nos territoires, de telle sorte que les travailleurs ne sont pas soumis à une concurrence qui tire les salaires vers le bas. C'est ça aussi, travailler sur le pouvoir d'achat. Alors par rapport à... Ouais. Non, je disais, que fait-on de la voiture salaire? Parce que c'est ça la question. Et donc, c'est-à-dire que nous supprimons l'avantage fiscal. L'employeur peut continuer à donner la voiture salaire s'il le souhaite. Donc c'est aussi, je ne l'ai pas dit en amont, mais c'est vrai qu'on fait aussi une différence entre la voiture salaire et la voiture, de profession. Pas du tout, puisque nous le remplaçons par un équivalent. Monsieur, par un équivalent salaire. Par un salaire, par l'équivalent salaire. Je veux dire, c'est pas comme vous. Et donc cet équivalent salaire, c'est des entreprises. Vous parlez. Oui, sauf que chez vous, c'était pas obligatoire. Oui, monsieur Lawey, cet équivalent salaire, c'est une partie qui va être à charge des entreprises. Attendez, permettez-moi de répondre moi-même d'abord à la question qui m'est posée, parce que vous faites comme si j'avais déjà répondu. Ce que nous disons, nous, c'est que les partenaires sociaux, banc syndical, banc patronal, se sont entendus pour mettre en place un budget mobilité. C'est-à-dire amener les travailleurs qui ont une voiture de société à se diriger vers d'autres modes de transport. Parce que je crois qu'on ne peut pas comme ça, brutalement, du jour au lendemain, dire à des gens qui s'étaient habitués à avoir une voiture de société qu'ils ne l'auront plus, je dirais comme ça, de manière aussi brutale. Donc autrement dit, il faut en effet une politique incitative qui amène les gens à changer de mode de transport. Mais il ne faut pas se cantonner à la problématique des voitures de société. Ce qu'il faut faire, c'est que celles et ceux qui rentrent tous les jours à Bruxelles avec leur voiture de société soient amenés à venir vivre à Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut le faire? En menant des politiques qui soient des politiques attractives. Quand la région bruxelloise supprime la taxe régionale de 89 €, quand elle donne une prime de 120 € pour tout qui est propriétaire de son immeuble d'habitation à Bruxelles, ça va dans le bon sens. Et il faut continuer à investir dans les transports publics. Ouais. Le RER, pour revenir à ma question, sur le coût pour les entreprises, j'y arrive. Le RER qui est resté en gare pendant 3 ans parce qu'ils ont coupé 3 milliards dans la SNCB, ça c'est un vrai problème. Par contre, il faut continuer à investir, comme nous l'avons fait à Bruxelles, dans la STIB, dans les transports en commun. Pour répondre à ma question, monsieur. Et alors, j'y ai répondu, c'est-à-dire que le budget mobilité mis en place par les partenaires sociaux est la façon de faire en sorte que ceux qui aujourd'hui ont une voiture de société migrent, si je puis dire, vers un autre système avec un coût fiscal pour eux qui est équivalent à 0. C'est-à-dire et le surcoût pour les entreprises, c'était ma question. Mais il n'y a pas de surcoût pour les entreprises puisque le système a été mis en place pour faire en sorte que tant les employeurs que les travailleurs s'y retrouvent. Donc je réponds à votre question. Le budget mobilité permet un changement de mode de transport avec une neutralité fiscale. Monsieur Dallemagne. Et je pense qu'on fait effectivement un petit peu les choses à l'envers et on cherche d'abord à sanctionner avant de créer des alternatives. On sait qu'on doit d'abord et avant tout créer des alternatives. On sait qu'en taxant plus, on l'a vu sur les accises sur les carburants, en fait les gens n'abandonnent pas leur voiture et il faut absolument créer ces alternatives. C'est très urgent. C'est vrai que les économies qui ont été faites par le gouvernement sortant à la SNCB n'ont pas aidé à la création de ces alternatives, mais il y a aussi le métro, il y a aussi les pistes cyclables. Donc toutes ces alternatives vont permettre effectivement de se passer de la sur les voitures salaires, votre proposition? Notre proposition, c'est de ne pas le supprimer brutalement, c'est de le concentrer sur les voitures les plus propres, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait un changement du parc pour que ces voitures soient plus propres, c'est d'éviter des mesures brutales parce que nous savons qu'effectivement, cela aurait soit un impact sur le budget de l'État, soit un impact effectivement sur les revenus des particuliers. Et donc, nous pensons qu'il faut d'abord et avant tout avoir des mesures qui sont incitatives. Lorsqu'on aura mis en place ces mesures incitatives, on pourra toujours effectivement à ce moment-là avoir des mesures qui seront la fin de cette voiture. Et donc il n'y a pas d'échéance pour vous? Non, il y a cette échéance de 5 ans d'abord sur les mesures incitatives, sur le fait qu'on change le parc automobile et qu'on va vers des voitures qui sont plus propres, et puis qu'effectivement on pourrait passer à une étape supplémentaire. Mais la brutalité d'une mesure qui tout à coup
aujourd'hui supprimerait ces voitures de société, c'est vrai Personne que... ne dit ça. Non, mais donc Sur moi, la table, je ne dis pas que vous dites le contraire, je dis simplement ce que je dis propose. pas non plus. Et je propose aussi qu'effectivement, il y ait des mesures incitatives pour pouvoir... Personne n'est brutal. Non, voilà, personne n'est brutal. Pour pouvoir effectivement se loger près de son travail, je pense que c'est effectivement une très bonne mesure, et d'avoir d'autres mesures incitatives pour éviter... Mais être dans un embouteillage, dans une voiture verte, et puis Madame Vinde de n'est pas plus Vogel. intéressant qu'être dans un... Voilà, donc ça, sur la question de la congestion, Monsieur de Stex. le fait de Alors est-ce que vous allez continuer à nourrir les embouteillages qui coûtent une fortune aux entreprises? Alors le problème ne se pose pas comme ça. Et je constate d'ailleurs qu'une réticence de tous les partis au bord de la table d'aborder la question dans son ensemble et effectivement faire l'impasse sur la sortie du nucléaire en 2025 par rapport à l'enjeu climatique. Personne ne veut en parler, mais non, le moi nucléaire... je voudrais vous faire parler des voitures de société en disant le coût qu'elles représentent pour les embouteillages. Parce que je vous signale que si on veut... Je pense que ma question est assez précise. Elle ne portait pas sur l'énergie nucléaire. C'est lié, monsieur Pesespin. Non, monsieur... a soutenu pendant 15 ans la sortie du nucléaire. Non, excusez-moi, ça fait... Je voudrais qu'on ne fasse pas un débat ici. Je voudrais qu'on ne fasse pas un débat ici sur la sortie du nucléaire. Si on veut avoir des voitures électriques, il faudra bien les alimenter en électricité. Aujourd'hui, la production d'électricité, c'est 50% du nucléaire. Mais ma question portait sur les voitures de société qui alimentent les bouchons et qui donc coûtent, nous dit-on dans ce débat, très cher aux entreprises. Comme j'essaye de vous expliquer, tous les débats sont liés. Il y a le nucléaire, il y a le métro, dont Mme Khattabi ne veut pas entendre parler, donc nous sommes plusieurs à vouloir. Et donc nous ne touchons pas au régime fiscal des régimes de société. Précisément parce que c'est le... Mais Mme Khattabi, est-ce qu'il y a moyen de terminer? Non, pas quand parce que... Oui, ben, vous pouvez penser que ce sont des bêtises si vous pensez... Sur les voitures de société... Oui, mais excusez-moi, elle m'interrompt tout le temps. Khattabi, je veux bien. Monsieur de Stex, oui, vous êtes attaqué, c'est vrai, mais je vous donnerai l'occasion de répondre. Mais on ne va pas faire un débat sur le métro non plus. Nous ne touchons pas au système des voitures de société parce qu'aujourd'hui, c'est le seul avantage fiscal dont bénéficie un grand nombre de salariés alors que l'on arrive très rapidement à des taux de taxation de 35, 40, 50%. Donc nous sommes le seul à ne pas proposer de changer le régime des voitures de société. Merci. Alors Madame Vinde de Vogel. Nous, on veut effectivement retirer progressivement l'avantage, mais on ne veut pas que les gens perdent de salaire. Et pour ça, nous, on veut que le net que les gens reçoivent, c'est le brut payé par l'employeur. Mais on veut quand même surtout mettre l'accent sur le transport public. Nous, on a vraiment un plan très fort sur élaborer le transport public et on va, dans la réalité, si ça existe, que beaucoup plus de gens vont utiliser. On doit vraiment faire un effort à ce niveau-là pour que les gens utilisent moins les voitures, parce qu'on sait que c'est vrai, c'est un problème en ville, qu'il y a trop de voitures et qu'il y a des files. On doit quand même trouver des solutions pour ça. Alors, il y aura un débat sur la mobilité et sur le métro, Madame Khattabi. Mais comme vous avez été attaqué par Alain de Stex, je vous permets de répondre 30 secondes, s'il vous plaît. Donc, la décision d'investir dans le métro a été prise dans un gouvernement où nous participions. D'accord? Donc, cette fable qui voudrait... Mais alors là, pour ça, je salue la force de M. Renders qui a réussi à imposer ce récit et cette fable. Donc moi, je répète ici que la décision d'investir dans le métro, nous étions au gouvernement. Voilà. Entre-temps, il s'est passé des choses qui nous posent question. On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Mais comme vous avez été attaqué aussi, je vous laisse répondre. La question que j'ai posée depuis quelques temps, c'est de savoir si aujourd'hui... il y avait un soutien d'écolos pour développer en particulier le projet de Métro Nord. C'est tout. Donc, tous les autres partis se sont mis autour de la table. Je voudrais qu'on parle d'emploi. C'est tout. Mais voilà, c'est la question aujourd'hui et maintenant. Voilà. Mais donc le dogmatisme n'est pas là où on croit, puisque vous vous accrochez au métro. Donc nous souhaitons... C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais chacun a été attaqué sur ce thème-là. Donc je souhaiterais de répondre. Simplement, pour que ce soit très clair. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, je ne réagis pas à tout. Le RER, les travaux ont redémarré. Les gares dans Bruxelles, il y a une offre S qui est nouvelle, c'est François Bello qui l'a mise en place, qui offre la capacité maintenant de se déplacer en train dans Bruxelles. À côté de toute une série d'autres choses, je reste convaincu qu'il faut relancer le métro à travers le métro Nord. Et la seule question que j'ai tenté de poser depuis quelques temps, c'est de savoir si, puisque de la NVA à défi, tout le monde est d'accord, donc je devrais donner la parole à tout le monde sur le débat. On aura un débat sur la mobilité, mais on aura un débat sur la mobilité et on parlera sans doute énormément
du métro. Mais si vous voulez bien, il reste moins de 8 minutes. Je voudrais parler de politique d'emploi, de la croissance de l'emploi. Monsieur De Smet, vous êtes très en retard sur le temps de parole. Vous dites dans votre programme que vous êtes que la Belgique est à la traîne en matière de création d'emplois, qu'on a fragilisé l'emploi durant cette législature. Que faites-vous en termes de croissance d'emploi pour les années qui viennent? C'est vrai, j'entends M. Render soupirer parce qu'il est encore sur le job de Charles Michel, mais nous avons fait quand même moins bien compte tenu de la croissance que nous aurions pu mieux utiliser que nos voisins européens. Alors, bien sûr, il y a une diminution assez spectaculaire du chômage dans tout le pays. Peut-être est-ce un peu dû d'ailleurs à certaines mesures fédérales, mais surtout à une série de mesures régionales, puisque ce chômage a surtout baissé en région bruxelloise, grâce à l'action du gouvernement bruxellois et de son ministre Didier Gossuin. Et là, l'idée, c'est pas job, c'est qualification. Que voulez-vous? C'est qualification. On ne peut pas continuer. Le vrai sujet, c'est quel monde du travail voulons-nous demain? Est-ce qu'on veut un monde fait de jobs précaires, avec beaucoup de 3/4 temps, beaucoup de flexi-jobs, beaucoup de précarité? Ou est-ce qu'on veut des jobs plus solides, plus stables? Et là, il n'y a pas 36 solutions. Les métiers de demain, non seulement ils doivent prendre leur source dans l'enseignement, donc le tronc commun, ça peut être une très bonne chose, mais aussi, il faut faire de la formation un 4e pilier de la sécurité sociale. Alors c'est un débat fédéral, donc il y a une politique de réduction des cotisations qui a été menée. Est-ce qu'on la continue? Est-ce qu'on la change? Est-ce qu'on donne de nouveaux axes? Votre réponse, monsieur De Smet? Alors, au niveau fédéral, on peut supprimer la dégressivité des allocations de chômage si un jeune accepte de se mettre en formation, première chose. On peut supprimer la limitation dans le temps des allocations d'insertion, qui est aussi une mesure qui a fait du mal, que le gouvernement fédéral a produite. Et pour le reste, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, on fait du droit à la qualification, et ça concerne à la fois le fédéral et la région, un 4e pilier de sécurité sociale, que chaque personne puisse par an, 24 jours dans son existence, continue à se former parce que les métiers, ils vont évoluer en permanence. C'est fini le vieux modèle, vous avez une formation et le même job toute votre vie. Alors, Madame Vin de Vogel, vous êtes en retard sur le temps de parole. Monsieur Dallemagne aussi. Je vous donne d'abord la parole, Monsieur Dallemagne, puisque c'est vous qui accusez le plus de retard en matière de temps de parole en termes de création d'emplois. Quelle politique, puisqu'il y a eu des réductions de cotisations, est-ce qu'on revoit tout le système ou est-ce qu'on garde certaines choses et est-ce qu'on en change d'autres? D'abord, la première chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, le travail, les impôts sur le travail sont trop importants, donc il y a ces diminutions de charges sur le travail, c'est très important. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'en Belgique, le travail en alternance est très peu développé. Le travail en entreprise, la formation en entreprise est très peu développée. Je pense qu'il faut pouvoir avoir des systèmes incitatifs pour les entreprises, pour pouvoir faire en sorte que cette qualification d'entreprise puisse se développer. C'est essentiel. On sait qu'à Bruxelles, on a du personnel, on a des jeunes qui parfois ne sont pas bien formés, pas suffisamment formés. Il faut qu'ils puissent rentrer dans le monde de l'entreprise beaucoup plus rapidement à travers ce travail en alternance, à travers cette formation en alternance, à travers, en quelque sorte, Et sur la réduction des cotisations, par exemple, vous dites qu'il faut les cibler sur les bas salaires. On s'est trompé dans ce qui a été fait jusqu'ici et donc on change certains axes dans la politique. On sait que malheureusement, la Belgique a un taux d'emploi qui n'est pas bon, par rapport aux pays voisins et même par rapport presque à l'ensemble des pays européens. On est à 70% de taux d'emploi, on est loin de l'objectif européen. Et donc, une des choses que le gouvernement sortant n'a pas fait, c'est de cibler ces mesures et son tax shift sur les bas salaires, sur les moyens salaires. Je pense qu'il faut le faire beaucoup plus et faire en sorte qu'effectivement on puisse créer à travers cela beaucoup plus d'emplois à moindre coût. Parce que les propositions qu'on fait sont beaucoup moins coûteuses et permettent, et c'est le Bureau du Plan qui le dit, de créer 40 000 emplois de plus que la tendance naturelle de création d'emplois en Belgique. C'est notre proposition, c'est effectivement de diminuer ces charges sur les salaires. Madame Vin de Vogel. J'ai tantôt expliqué l'entreprise de courrier qui a eu 4 millions d'avantages et qu'ils ont licencié 100 personnes. Dans la réalité, on voit la création de flexi-jobs, c'est 35% de ce job sont des jobs qui remplacent des autres jobs. Ce n'est pas un surplus, c'est vraiment des jobs fixes qui sont remplacés par des jobs précaires. Nous, on est pour des jobs qualitatifs. Plein temps, c'est quand même... Tu sais que la moitié des jeunes n'ont plus un contrat plein temps définitif dans notre société. Presque la moitié des jeunes. Alors nous, on veut l'inverser, on veut que les gens ont un job convenable. Donc ça veut dire que vous remettez toute la politique en matière de baisse de cotisation, vous remettez tout sur la table et on repart d'une feuille blanche, si je vous ai bien compris. Nous, on va dans la réalité
quand on voit les avantages qui ont été donnés par les employeurs, donnés des entreprises, que ça ne crée pas l'emploi. J'étais à l'action de nos marchands, les gens demandent de job, ils demandent de l'emploi. Nous, on veut qu'il y ait une création de l'emploi, mais de l'emploi sérieux, de l'emploi où les gens savent vivre avec ça. Ouais. Monsieur Lawesh. Mais ce que nous avons dû constater, c'est au fond l'échec de la politique menée par le gouvernement Michel. Mais je le dis parce qu'il faut faire autre chose. Et je le dis parce que ce qu'ils ont fait en début de législature, c'est asphyxier l'économie. Allons vers vos propositions, Monsieur Lawesh, si vous le voulez bien, parce que le temps nous est compté. Eh bien, je vais faire vite, si vous me permettez simplement de développer ceci. Leur politique est un échec parce qu'ils ont asphyxié la demande intérieure en ponctionnant 12,5 milliards sur les salaires, en augmentant les cotisations, en augmentant les taxes sur la consommation pour plus de 6 milliards d'euros. Ils ont comprimé la demande intérieure. C'est ce qui a essoufflé l'économie. C'est dès lors la raison qui explique que sur leurs 230 000 jobs prétendument créés, 2 tiers ont été créés du fait de l'évolution de la conjoncture internationale et pas du fait de leur politique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas signer de chèque en blanc au grand patronat. Il faut que les réductions de cotisations, les soutiens de quelque nature que ce soit, soient liés à de la création d'emplois de qualité. Sans quoi, vous aurez simplement comme résultat d'augmenter les bénéfices et les dividendes vers les actionnaires. C'est du reste ce qui s'est produit. Alors j'ajoute ceci, c'est que lorsque vous menez par ailleurs une autre forme de politique d'austérité, de compression notamment sur les dépenses d'investissement public, je pense à la SNCB, là aussi vous plombez l'économie et vous empêchez la création d'emplois. Alors, la mesure je vais devoir vous arrêter, il reste 2 minutes 30, Monsieur De Stex, et après Madame Katabi et Monsieur Renders doivent encore prendre la parole sur ce thème. Le taux de chômage a diminué, on peut discuter à l'infini grâce à qui, mais ce qui est un fait, c'est que le taux de chômage reste beaucoup plus important. Mais la politique du gouvernement, vous l'avez soutenue pendant des années. Oui, je la soutiens encore. Écoutez, en ce qui concerne la baisse des charges salariales, je ne vais pas faire semblant que tout est négatif, mais bon, toujours est-il que le taux de chômage reste beaucoup plus important qu'à Paris, Londres, Berlin, etc. Et vos propositions? Et j'y viens très rapidement, dans le quartier où nous sommes, le taux de chômage des jeunes reste autour de 40%. Donc nous sommes à Molenbeek. On ne peut pas parler de grands succès. Donc 2 mesures extrêmement concrètes. Donc d'abord, il y a un problème de formation, n'est-ce pas? Il y a une inadéquation entre l'offre de travail et la demande de travail. Et puis, une mesure que nous sommes aussi les seuls à proposer. Nous pensons qu'Actiris ne joue pas son rôle, fonctionne beaucoup moins bien, par exemple, que le VDAB flamand. Et donc, nous proposons de privatiser une partie des missions d'Actiris parce que nous pensons que cette structure ne joue pas son rôle d'intermédiaire efficace entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Alors, Monsieur Renders, sur la politique fédérale, là vous avez entendu beaucoup de critiques sur la réduction non ciblée des cotisations. Est-ce qu'on continue sur le même plan ou est-ce qu'on change certaines choses? J'assume d'autant plus la politique fédérale qu'elle a permis aux entreprises de créer plus de 220 000 emplois. Quand on regarde cette situation, il faut continuer, en particulier sur les petites et moyennes entreprises. Je l'ai dit tout à l'heure, on a supprimé toute charge sur le premier emploi créé par une entreprise. Je souhaite qu'on fasse la même chose sur le deuxième et le troisième emploi. Mais si nous sommes en charge du fédéral depuis quelques années, je vous rappelle que le mouvement réformateur est dans l'opposition à Bruxelles depuis 15 ans, en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 15 ans aussi. Or, qu'est-ce qui se passe? Le chômage diminue partout, mais il reste très élevé à Bruxelles, en particulier chez les jeunes. Un jeune sur 4 est au chômage, ce sont les chiffres très clairs. 15% de chômage à Bruxelles, 6% en Flandre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Investir beaucoup plus qu'on ne l'a fait ces derniers temps dans une formation qualifiante, que des jeunes qui sont sans qualification aujourd'hui aient accès au gisement d'emploi qui existe à Bruxelles. Une réponse en 5 secondes, monsieur Lawesh. Oui. Et après, je donnerai la parole à Madame Katabi. Rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. Les propos de Monsieur Renders sont complètement infondés. Il raconte n'importe quoi. Le taux de chômage des jeunes ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. Je n'ai pas dit le contraire. Mais un jeune sur 4 est au chômage. Je sais que ça écorche vos oreilles. Voilà, vous avez répondu. Je pense on ne vous mettra pas d'accord là-dessus. Je vais devoir conclure. Il reste moins de 30 secondes, si vous le voulez bien. Non, parce que Madame Katabi n'a pas encore pris la parole. Ça, c'est la future société que vous nous instaurez. Et donc, Madame Katabi, vous étiez en avance sur le temps de parole, donc je vais vous donner 30 secondes. Je vais vous donner 30 secondes pour résumer votre politique en matière d'emploi. C'est un défi. Alors, la transition écologique de notre économie représente un gisement énorme d'emplois.
On ne l'a pas dit. Et donc c'est là-dedans qu'il faut investir. Nous proposons notamment d'investir 100 millions par an en faveur de l'économie circulaire. Et je vais rendre un hommage, sans doute il n'y avait pas de raison de le faire, ici à Madame Marguenne, pour un élément, c'est qu'elle a commandé elle-même une étude, et je vais te dire les chiffres. Donc une étude réalisée et mentionnée dans un rapport du cabinet de la Miss Marguenne, mais dont elle n'a rien fait, je le regrette, estime qu'à l'horizon 2030, l'économie circulaire permet de créer 100 000 emplois et 7 milliards en valeur ajoutée supplémentaire. Voilà. Et donc la transition, en lien donc avec le pouvoir d'achat, la création d'emplois et le fait qu'on réponde à l'enjeu climatique. Pourquoi c'est un gouvernement qui n'était pas si mauvais que ça. Voilà, merci en tout cas d'avoir tous et toutes assisté à ce débat. On se retrouve demain pour un nouveau débat qui sera consacré à la problématique de la justice et de la sécurité. Merci à tous, bonne soirée.